Merci beaucoup. Je vais désormais rapidement présenter les grandes tendances du CERN Climate cette année, en 2025. Et je laisserai ensuite la parole à Romane pour présenter la méthodologie ACT et les résultats sur cette méthodologie de nos analyses respectives cette année. Donc je vais vous présenter les grandes tendances au niveau monde et aussi notre analyse FIR au niveau européen. Ce qu'on peut dire et ce qui a été dit par Aurélie Baudouin, que nous a rappelé Aurélie en introduction, c'est que effectivement on a une tendance stable du nombre de CERN Climate dans le monde depuis 2023, et après un pic en 2022 à 49 CERN Climate. Donc on a une certaine stabilité. On a juste rapidement des nouveaux pays qui soumettent des plans climat, par exemple la Norvège et l'Italie cette année. On y reviendra, mais il y a aussi 3 nouvelles entreprises qui se sont prêtées à l'exercice cette année, 2 en France et 1 en Italie. Ce qu'on peut dire aussi, donc juste pour finir sur cette slide, c'est que là, on a 26 CERN Climate recensés à septembre 2025. Si on faisait l'hypothèse que toutes les entreprises soumises à la CSRD avaient aussi cette obligation de soumettre leur plan climat au vote, on serait à une dizaine de milliers d'entreprises. Donc, un levier un peu plus puissant que celui actuel. Donc, sur la slide ici, vous voyez l'évolution du taux d'approbation sur les CERN Climate soumis au vote dans le monde. Donc, comme le rappelait Aurélie, on a une légère progression cette année en moyenne à l'échelle mondiale, mais comme à l'échelle européenne. D'ailleurs, on verra un petit peu après, mais qu'on est un petit peu au-dessus au niveau européen à 90,7. Au niveau mondial, on est à 89,8 contre 87,6 l'année dernière. Ce qu'on peut identifier comme tendance d'une année à l'autre, c'est que cette année, on a une baisse du nombre d'entreprises pétrogazières qui ont soumis leur plan climat au vote par rapport à l'année dernière. On peut citer des entreprises comme Total Energy, Shell, Repsol ou encore Woodside Energy en Australie qui n'ont pas présenté leur plan climat au vote cette année. Donc, comme ces entreprises ont une tendance à avoir un taux d'approbation moyen plus faible que la moyenne, ça peut être une partie d'explication sur la hausse de ce taux d'approbation dans le monde. Par ailleurs, si on passe à la slide suivante, qui montre les 5 entreprises qui ont un taux d'approbation qui ont le plus baissé de la première année de soumission à la dernière année de soumission, on voit quand même que il y a un pouvoir actionnarial, si je puis dire, par le vote, puisque c'est des entreprises qui donc ont vu leur taux d'approbation baisser. On n'a pas forcément toutes les clés analytiques pour comprendre cette baisse, mais ça peut être en partie expliqué par une appropriation des plans climat par les actionnaires ou des baisses d'ambition d'entreprises. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à cette slide, c'est que donc là, vous voyez les 5 entreprises qui ont leur taux d'approbation qui ont le plus baissé. Et en revanche, par rapport à l'année dernière, on a l'entreprise qui a le taux d'approbation le plus bas cette année, c'est Santos Limited, qui est à 76%, alors que l'année dernière, on avait un taux d'approbation chez Woodside Energy qui était bien plus faible, à 40,2%. Voilà. Et ensuite, on a 4 entreprises européennes, mais sans que leur taux d'approbation baisse en dessous de 79%. Donc, on a ensuite, voilà, là vous voyez les 20 CERN Climate qui ont été soumis au vote
les plans de transition qui ont été soumis au vote en 2025. On a analysé au FIR 19 en Europe. Une petite spécificité d'une entreprise française qui va publier son plan de transition l'année prochaine, mais quand même proposer une résolution dessus cette année. Donc nous, on a estimé ne pas être en mesure d'analyser ce plan de transition. Donc voilà pourquoi on en a analysé 19. Vous voyez les 19 noms là, affichés sur cette slide. Ce qu'on peut dire, comme l'a évoqué Aurélie, c'est que on a 3 nouveaux Ocean Climate, 3 nouvelles entreprises. Donc les 3 nouvelles entreprises de cette année qui soumettent pour la première fois, c'est Société foncière lyonnaise, donc SFL, OVH et Infrastrutture Wireless Italiane. On a sinon 10 entreprises qui étaient déjà là l'année dernière, donc ça permet une certaine capacité de comparaison par rapport à l'année dernière, et ça on y reviendra notamment avec Roman. Et donc on a 6 entreprises, donc les autres, qui avaient déjà soumis un Ocean Climate, pas l'année dernière, mais entre 2022 et cette année. Si on passe à la slide suivante, voilà, là vous avez les notes moyennes sur nos analyses, sur nos 19 entreprises analysées. Donc, selon les recommandations du FIR qu'on va voir juste après, notre note moyenne se situe à 49%, donc à peu près la moyenne, contre 47% l'année dernière. Donc, on a un niveau de transparence, puisqu'on analyse surtout la transparence des entreprises sur 11 critères au FIR, un niveau de transparence qui s'est un petit peu amélioré, qui reste au milieu du gué, puisqu'on est à 49%, mais qui s'est quand même un petit peu amélioré. Ça s'explique par une progression de quasiment toutes les entreprises sur la transparence et des notes minimales et maximales qui ont augmenté, que ce soit pour le FIR ou pour la méthodologie ACT. Voilà ce que je pouvais vous dire à peu près. Et juste pour un petit point de clarification sur la méthodologie du FIR, si on passe à la slide suivante, voilà, pour vous montrer les 11 critères sur lesquels on évalue les entreprises. Vous avez, je crois que c'est page 5 ou 6 du bilan que vous avez normalement entre les mains, le détail sur cette méthodologie. On a 3 niveaux d'évaluation, donc vert, orange, rouge, sur ces 11 critères et qui nous permettent de calculer une note moyenne. Donc c'est la note FIR qui est complétée par la note ACT que Roman va nous présenter. Bonsoir à tous. Je vais revenir rapidement sur la méthodologie ACT, mais j'espère très rapidement parce que si vous êtes là, vous devez un petit peu la connaître quand même. Et un des cofondateurs est présent parmi nous, donc vous pourrez aller lui parler à la fin. La méthodologie ACT, elle date de la COP21. Elle a été créée à la suite en 2015 à la suite de la COP21 pour notamment donc donner l'assurance que les entreprises qui se fixent des objectifs de réduction les atteignent véritablement. Elle est issue donc initialement d'un partenariat entre le CDP et l'ADEME et c'était vraiment pour construire une méthodologie qui permettait d'attester la crédibilité et l'ambition des entreprises sur le plan climatique. Et donc c'est la méthodologie ACT Évaluation qui a été créée initialement et s'en est suivi la méthodologie ACT Pas à Pas qui est le même référentiel, la même colonne vertébrale que je vous présenterai juste après, mais qui est plus destinée aux PME ou ETI et qui va les aider à élaborer leur plan de transition et leur stratégie climatique une fois qu'elles ont déjà un bilan carbone et, qui est établi. Et donc, il y a également un partenariat plutôt stratégique avec la World Benchmarking Alliance qui promeut aussi cette évaluation, cette méthodologie, à l'international. Je reviens rapidement sur la méthodologie parce qu'après l'objectif ici c'est vraiment de revenir un peu sur quelles sont un petit peu les grandes tendances qu'on peut retirer de ces Ocean Climate, notamment cette année mais aussi par rapport à l'année dernière.
Donc la méthodologie ACT évaluation, elle est tridimensionnelle. À la fin, on arrive sur un score à donc 3 dimensions. Le premier, et pour ceux qui connaissent, il est sur 100 maintenant. Donc normalement, vous voyez toujours sur 20, mais désormais, on le publie sur 100. C'est le score de performance qui vraiment va aller regarder la crédibilité et l'ambition du plan de transition des entreprises sur l'ensemble des 9 modules que vous voyez à gauche. Donc les 4 premiers modules, on est sur vraiment analyser de manière assez quantitative à la fois l'ambition des objectifs d'une entreprise, mais aussi la trajectoire de décarbonation sur l'ensemble de ces scopes. Et également, quelles sont les actions de décarbonation qui sont établies et publiées par l'entreprise ou alors mises en œuvre avec le financement alloué nécessaire. Les 5 autres, donc du module 5 au module 9, on est plutôt sur des modules plus qualitatifs. Pourquoi qualitatifs ? Parce que dans la méthodologie, en fait, on va poser des questions et il y a une grille de maturité qui va permettre d'aller positionner l'entreprise par rapport à son ambition. Qu'est-ce qu'elle fait véritablement, par exemple, au niveau du management et de sa gouvernance, de sa stratégie climatique, mais aussi de l'engagement au niveau de toute sa chaîne de valeur, clients et fournisseurs. Il y a un score narratif qui reflète, score narratif ou de cohérence, qui reflète aussi plutôt la qualité de la donnée, la cohérence d'ensemble aussi, du bilan carbone, de l'ensemble de la trajectoire, mais aussi de l'ensemble des informations qui sont disponibles ou publiées par l'entreprise, et un score de tendance qui va répondre plutôt dans 5 ans, dans 10 ans, si on venait à évaluer cette entreprise, où elle se situerait, est-ce qu'elle est plutôt sur une tendance positive ou pas. Donc là, vous avez l'ensemble des évaluations. Je vous rappelle juste, comme l'a fait Marie, mais que c'est l'ensemble de ces évaluations, elles ont été menées donc à la fois sur une méthodologie générique ou méthodologie sectorielle. Et pourquoi ? Puisque là, on a des méthodologies sectorielles qui permettent de comparer les éléments plutôt quantitatifs à un benchmark sectoriel, souvent qu'on va chercher au niveau des benchmarks de l'Agence internationale de l'énergie. Mais parfois, les entreprises, leur business model ou leur système plutôt multi-activité ne le permettent pas de mettre dans une méthodologie sectorielle. Donc, on va les traiter plutôt sous une méthodologie générique. C'est pour ça que vous voyez ces différences-là. Normalement, il y a un petit bilan qui doit circuler dans la salle et vous pourrez avoir accès à l'ensemble des évaluations. Moi, ce que je vais faire juste après, c'est plutôt donner un peu les grandes tendances qu'on peut ressortir. La moyenne globale du score de performance, donc ces 9 modules que je présentais juste avant, elle est relativement stable, 43%, et relativement pas très haute, comme vous pouvez le voir, et une narrative à C et une note de tendance à égale. Ça, c'est donc vraiment la moyenne sur l'ensemble des entreprises de 2024 et de 2025. Il y a 9 entreprises qui sont communes au Design Climate 2024 et 2025. Là-dedans, il y a une disparité un peu et un diagnostic assez contrasté sur ces éléments-là. Il y en a 4 qui semblent progresser, d'autres qui vont plutôt vers une baisse, mais il y a toujours des raisons sur ça et j'y reviendrai juste après. Et une entreprise qui affiche une tendance relativement stable. Mais donc on peut aller juste à la suite pour un peu montrer quelles sont les tendances plus positives ou pas. Sur les objectifs de réduction, on voit qu'il y a un engagement quand même croissant des entreprises à s'emparer de la question climatique en fixant des objectifs de réduction des émissions qui sont ambitieux sur les scopes 1 et 2, puisqu'on voit que la moyenne sur la fixation des objectifs du scope 1 et 2, elle atteint 75%, ce qui est relativement une bonne moyenne. Sur le scope 3, c'est plutôt 50 à 54%, c'est-à-dire que les objectifs qui vont être fixés à ce niveau-là sont en tout cas moins ambitieux. Mais il y a quand même une tendance plutôt positive sur ces éléments-là. Sur la trajectoire de décarbonation scope 1 et 2, donc ça reflète plutôt notre module 2 de la méthodologie ACT. La moyenne donc, de ces scores sur cet indicateur relatif aux tendances passées de ces émissions, elle est relativement bonne puisqu'elle est à 71%. Donc ça reflète quand même une réelle baisse des émissions des scopes 1 et 2 des entreprises évaluées. En revanche, on le verra après, et c'est pour ça que la moyenne, elle reste relativement stable. Ce n'est pas le cas pour le scope 3. Et c'est un élément à avoir en tête. Pourquoi vous allez voir, il y a quand même plus de vert dans les 2 slides que je vais présenter que de rouge. Et pour autant, la moyenne, elle reste stable. Pourquoi ? C'est parce que dans la méthodologie ACT, forcément, les modules, ils n'ont pas les mêmes pondérations.
Et la pondération du scope 3 pour une entreprise où souvent ça représente quand même une grosse majorité de ses émissions, il va être plus élevé. Donc c'est pourquoi la trajectoire de décarbonation scope 3 émissions verrouillées, c'est des éléments qui sont en tout cas plutôt tendance à la baisse. Il y a eu des raisons diverses pour les entreprises. Par exemple, il y a eu une entreprise qui a acquis une nouvelle entreprise pendant l'année 2025. Forcément, son scope 3, il explose. Sa trajectoire de décarbonation sur scope 3, elle explose également. Mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'il y a un manque de données publiées sur les émissions verrouillées. Et c'est là où j'apporte une petite limite et attention sur ce chiffrage, c'est que donc il y a certains éléments qu'on arrive moins à évaluer, notamment les émissions verrouillées ou encore un indicateur où on va aller regarder quelle est la projection des tendances futures de l'entreprise. Un peu ces éléments qu'on va aussi demander dans l'ISO SRS. Et ça, il y a moins d'entreprises qui fournissent ce type d'éléments. Et un score qui est relativement faible concernant l'évolution historique des émissions de scope 3, comme je le disais, pour des raisons diverses. Mais en tout cas, une tendance plutôt à la baisse à ce niveau-là. Et là, on a repris, je n'ai peut-être pas assez introduit, mais ces éléments-là, ça représente vraiment les grands segments d'un plan de transition et qui correspondent un peu à notre découpage de actes. C'est pour ça qu'on a pris ces éléments-là. Sur le gouvernance et le pilotage de la transition climatique, ça représente plutôt notre module 5. On relève quand même un score moyen de 64%. C'est pour la plupart des entreprises, c'est un indicateur qui est extrêmement bien noté parce que les entreprises font un effort véritable de déjà structurer leur gouvernance et leur pilotage d'un plan de transition, mais en plus font un effort de publier beaucoup d'informations à cet égard. Donc c'est souvent un indicateur qui est qui reflète pas mal, en tout cas de cette lourdeur réglementaire, etc. qu'on entend parler des entreprises. Il se reflète beaucoup là-dedans et sur le progrès des entreprises à ce niveau-là en termes de transparence. Sur l'engagement de la chaîne de valeur, on reste sur une tendance plutôt stable, puisqu'il y a quand même beaucoup d'intégration et d'engagement auprès de sa chaîne de valeur, mais il y a des leviers qui sont encore sous-utilisés par les entreprises. Nous, des éléments qu'on va beaucoup mettre en avant et demander à au moins une partie de sa chaîne de valeur d'aller fixer des objectifs, au moins d'aller regarder quel est le suivi de ces objectifs dans le temps, etc. Ça, c'est des éléments qui sont encore souvent peu et sous-utilisés par les entreprises. Et le dernier, une évolution du modèle d'affaires. Il est en hausse, donc 44% vs 38% en termes de score moyen. Il reste relativement bas, mais il y a quand même un effort plutôt grandissant et qui va dans la même veine de ce que je disais juste avant sur la gouvernance, de vraiment essayer d'aller expliquer comment je vais changer une partie de mon modèle d'affaires qui est vers une économie bas carbone ou essayer de transiter mon modèle d'activité actuel. Donc voilà un petit peu sur l'ensemble des éléments qu'on peut ressortir de CCN Climate. Et je laisse la parole à Théo Raphaël de Ethos et Leïla Sassi de la société Holcim. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Raphaël, je suis venu aujourd'hui ce soir avec mon collègue Théo. On est venu de Suisse, donc en fait on travaille pour Ethos. Pourquoi est-ce qu'on est venu ce soir? En fait on fait partie de ce partenariat donc avec le FIR, l'ADEME et aussi WBA pour évaluer les CCN Climate en France mais aussi en Europe. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on fait ce partenariat. Et en fait, à Ethos, on est des conseillers en fait pour les caisses de pension suisses, principalement. Donc, on a notre première mission, c'est d'exercer les droits de vote. Donc, en fait, on est un proxy advisor pour les caisses de pension suisses. On a des guidelines de durabilité pour ce faire, en fait. On utilise également ACT ensuite dans l'engagement avec ces entreprises donc tout au long de l'année, donc en dehors des assemblées générales aussi. En fait, on s'appuie vraiment sur la méthodologie ACT pour sortir les éléments clés des plans de transition des entreprises qu'on couvre. Et finalement, la méthodologie ACT est aussi utilisée dans nos analyses, on va dire de manière générale, qui sont prises en compte dans nos fonds, donc pour nos investissements
qu'on a, dans lesquels les caisses de pension, mais aussi n'importe quel particulier peut aussi investir. Donc c'est une application qui n'est pas uniquement pour les Science Climate dans notre cas, mais c'est vraiment, on va dire, notre premier métier et le moment dans l'année. Donc là, c'est la saison des assemblées générales où on utilise la méthodologie ACT au maximum de son potentiel. Par rapport à cette année, peut-être deux points clés qu'on a constatés, c'est déjà, ça a été évoqué avant, le taux d'approbation moyen qui est vraiment très très élevé. Donc à l'échelle mondiale, c'est même plus de 90%, c'est 94% dans les entreprises qu'on couvre. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de proxy advisors et d'investisseurs approuvent en fait les stratégies climatiques pratiquement les yeux fermés, sans utiliser de méthodologies robustes comme la méthodologie du FIR ou justement ACT. Parce que là, on en vient justement au deuxième constat. Dans notre cas, on a proposé d'approuver uniquement 2 sur les 11 Science Climate d'entreprises qu'on couvrait cette année, dont Holcim, dont on va discuter après avec quelqu'un qui est venu de l'entreprise discuter avec nous, et aussi Ferrovial, donc je vais vous parler rapidement ensuite de ce cas. Donc en fait, là on va montrer 2 bons élèves, mais on en a quand même 9 autres entreprises qui en fait ont soumis leur stratégie climatique au vote et qu'on basé sur la méthodologie ACT et aussi d'autres éléments, on a proposé de refuser en fait. Donc il n'y a pas que les bons élèves qui soumettent un Science Climate. Donc ça c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça et puis essayer de faire en sorte que ces entreprises progressent. Et peut-être justement je vais vous parler maintenant de Ferrovial, pour lequel en fait c'est la 2e année de suite que l'entreprise fait un Science Climate. On avait proposé de le refuser l'année passée et cette année, on a proposé de l'accepter. En fait, elle a mis à jour ses objectifs. Donc maintenant, ils sont certifiés 1,5 degrés, donc ils sont plus ambitieux qu'avant. Elle a aussi augmenté son alignement de son CAPEX. Elle a fait aussi d'autres progrès. Notamment, elle a effectivement réduit ses émissions, en particulier du scope 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a une certaine importance, comme l'a montré Roman avant dans l'analyse. Et ceci dit, on a proposé de l'approuver parce qu'il y a vraiment eu un progrès. Donc elle est passée de 25% C- à, comme on le voit là, 39% B égal en score. Et puis pour la note du FIR, elle a aussi beaucoup progressé. Donc voilà, pour le progrès, on a proposé d'approuver. Mais dans le dialogue qu'on a avec l'entreprise, donc qu'on a eu après l'Assemblée Générale, qu'on avait déjà eu l'année passée, et qui avait été bien pris en compte. Donc on a justement profité de refaire cet exercice cette année avec l'entreprise et pour lui dire qu'en fait il y a encore des éléments qui manquent pour cette entreprise espagnole. Notamment elle a sorti un domaine assez important d'émissions qui est sa catégorie 11 du scope 3, donc l'utilisation des produits et services vendus pour une entreprise qui opère des autoroutes et des aéroports. C'est clair, c'est quand même un poste important. Alors après, c'est aussi des discussions méthodologiques autour du GHG protocole. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Voilà, mais on a quand même signifié qu'on aimerait qu'elle continue de mettre en place des mesures pour réduire les émissions et idéalement aussi essayer de sortir de ces business models très intensifs à l'avenir. Donc ça, c'est un point qui reste en suspens. On a aussi demandé beaucoup plus de détails, parce que c'est justement ce que nous permet la méthodologie ACT, ça nous permet de mettre en lumière qu'en fait cette entreprise elle est très ambitieuse, mais on a très peu d'informations quantitatives sur ces mesures de réduction qu'elle prévoit de mettre en place. On a très peu d'informations sur les investissements qui vont être nécessaires, donc ça c'est quelque chose qu'on lui a demandé donc, après l'Assemblée Générale, et elle a été en mesure de nous fournir justement beaucoup plus d'informations quantitatives pour appuyer en fait la stratégie climatique. Donc là on voit que c'était assez constructif aussi comme dialogue parce qu'elle pensait, l'entreprise, ils nous ont dit, pensait que c'était trop de détails pour des investisseurs. Et nous, on leur a dit que justement, quand on applique une méthodologie robuste comme ACT, c'est quelque chose qui va la péjorer en fait si on n'a pas ces informations. Donc voilà, donc il reste quand même ce point et l'année prochaine, il faudra avoir plus d'informations pour, si elle refait un Science Climate, l'approuver.
Là, je vais rapidement encore, pour illustrer, simplement un graphe issu de la stratégie climatique de l'entreprise. Donc là, c'est le maximum d'informations qu'on avait pour les mesures et la quantification de ces mesures. Donc on voit que ça reste quand même encore très vague. Et c'est justement grâce à des analyses via la méthodologie ACT qu'on voit qu'en fait, c'est pas suffisant. Parce qu'avec ce type d'informations, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'entreprise, on va dire, perd des points. Voilà. On va passer maintenant à un deuxième exemple, donc avec Holcim et Théo qui va introduire l'entreprise et après Leila Sassi qui va discuter. Merci. Merci beaucoup Raphaël. Alors, comme ça a été très bien introduit, en fait aujourd'hui on vous présente 2 cas qui sont plutôt bons dans tous ceux qu'on a vus. Le but, c'est ces cas ils sont très intéressants parce que quand on regarde le rapport à première vue, on se dit que la société fait énormément de choses et en fait si on n'a pas ce cadre de ACT, c'est difficile d'identifier précisément quels seraient les potentiels points d'amélioration et quelle est en fait la crédibilité globale de l'entreprise. Et ACT, à Ethos, ça nous permet justement d'avoir quelque chose de très quantitatif, très établi pour après nous prononcer aux assemblées générales et voilà, pouvoir donner nos retours lors des dialogues avec l'entreprise justement. Donc ça nous est très utile de ce point de vue-là. Pour Holcim, donc je vous ai mis quelques éléments. Si on regarde juste les slides d'après, je ne sais pas qui passe les slides. Marie ? Oui, merci beaucoup. Donc Holcim, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent des objectifs dans leur scope qui sont pertinents, là où ils ont le plus d'émissions. Donc ça, c'est un point positif. Ils nous donnent aussi en intensité combien ils veulent réduire, par exemple, de tonnes de CO2 par tonne de produits de ciment. Et ils ont des objectifs qui sont alignés avec la science, notamment ils sont certifiés SBTi, donc dans les modules de ACT, ils ont plutôt des bonnes notes à ce niveau-là. Le seul petit point qu'on pourrait dire, mais voilà, c'est pas non plus un très grand point, c'est que ce serait positif d'avoir un autre objectif en 2040 pour savoir, quand on passe de 2030 à 2050, ça fait quand même 20 ans, c'est une grande période. Comment est-ce que l'entreprise pense, où est-ce que l'entreprise pense être en 2040 ? Ça, c'est le point qu'on avait noté sur les objectifs grâce à ACT. Si on passe juste après. Ce graphique-là, c'est vraiment ce qu'on a envie de voir dans un plan de transition. C'est là où on est l'entreprise en émissions absolues en 2024 et là où elle va arriver en 2050 et quels sont les leviers qu'elle compte actionner. Donc là, c'est pour le scope 1 et 2 uniquement pour réduire ses émissions jusqu'à cet endroit-là. Et nous, après, ça nous permet de vraiment dire, OK, ces leviers-là, comment est-ce qu'on les évalue ? Après, c'est bien décrit dans le rapport sur chacun des leviers, qu'est-ce que l'entreprise compte faire, etc. Donc, le rapport est bien fait à beaucoup de niveaux. Nous, on en parlera juste après, je pense. Le gros point qu'on a qui nous manque, c'est ce 44% qui est basé sur les technologies de capture et de carbone. Ça, pour nous, à Ethos, c'est une technologie qui n'est pas vraiment crédible pour plusieurs raisons, mais on aura l'occasion d'en discuter. Et du coup, le fait que la stratégie soit autant appuyée là-dessus, c'est vraiment le point qui fait que Holcim a perdu pas mal de points dans ACT à cause de ça. Mais voilà, ce sera très intéressant d'en discuter juste après. On a la chance de pouvoir échanger là-dessus aujourd'hui. Et si on reprend, donc ça c'est le graphique qu'on a à la fin de ACT quand on évalue tout par module. Donc la hauteur de chaque barre, ça nous donne le score et son épaisseur, ça nous donne son poids. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Holcim a des très bonnes notes dans certains modules, mais d'autres où il y a encore des progrès à faire. Et justement, aujourd'hui, je pense que la discussion, et on peut passer à cette discussion. Donc on peut revenir à la première slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Sur Holcim, voilà. Donc peut-être qu'on peut passer à cette discussion sur les points qu'on a identifiés comme
potentiellement améliorables, sachant qu'il y a beaucoup de points positifs. Donc je vais peut-être quand même les dire, ces points positifs. Les objectifs sont bien. Il y a le budget de recherche et développement qui est plutôt bon aussi sur tout ce qui est bas carbone. La gouvernance est bien mise en place. Et sur les positions aussi publiques de l'entreprise, nous, on a trouvé que c'était très positif. Et voilà, donc sur les autres points peut-être d'amélioration, on peut faire cet échange. Voilà, peut-être le premier point qu'on peut discuter, c'est justement sur les captures de carbone et puis étendre là où vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis Leïla Sassi, je travaille pour le groupe Holcim, mais je suis en charge de l'engagement ESG, donc je m'occupe aussi notamment des notations extra-financières. Et donc, merci à la Fondation Ethos et au Forum pour l'investissement de mettre Holcim à l'honneur ce soir. Alors, concernant notre plan de transition, comme vous l'avez vu, il repose à la fois sur ce qu'on appelle nos leviers traditionnels, donc typiquement travailler sur la formulation du ciment. Donc comme on le sait, le ciment doit répondre aussi à des normes de construction, des normes de résistance. Et de ce fait, nous ne pouvons pas drastiquement changer cette formulation. Donc on peut travailler sur l'élément de clinker, donc réduire le clinker dans le ciment, parce que c'est ce qui contribue aujourd'hui à plus de 60% de nos émissions de CO2. Donc on peut réduire ce clinker. Il y a des solutions sur lesquelles on travaille. On propose aujourd'hui des ciments bas carbone, justement, car on remplace une partie du clinker par des composants minéraux, tels que l'argile calcinée. Voilà, on réduit aussi les combustibles qu'on utilise dans nos fours pour faire du ciment. Donc on a des fours qui atteignent des températures à plus de 1400 degrés et pour cela donc on utilisait par le passé des combustibles à base de fossiles. Aujourd'hui, on est en train de remplacer et donc de transitionner vers faire des fuels alternatifs à base de déchets organiques, par exemple. Ça peut être du bois non traité, de la biomasse, etc. Voilà, donc ces leviers, on les connaît bien, on investit. Ils nous aident à décarboner nos produits jusqu'à, quand on pousse, 60%. Et comme on le sait, on est dans un secteur qu'on appelle le hard to abate sector, et donc il nous reste 40% d'émissions sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas agir sans le carbone capture. En fait, quand on dit les 44% dont on a besoin en carbone capture, on écrit Carbon Capture and Breakthrough Technologies. Donc il y a d'autres technologies qu'on aimerait développer, sur lesquelles on travaille, qui aujourd'hui qu'on ne peut pas développer à grande échelle, mais voilà, on a l'espoir de pouvoir le faire d'ici quelques années. C'est un plan de transition qui s'établit sur 25 ans. Donc voilà, on a jusqu'à 2050 pour arriver au net zéro. Le carbone capture, c'est une solution qu'on utilise aujourd'hui déjà à moyen terme, d'ici 2030. Donc on aimerait pouvoir déjà capturer à peu près 5 millions de tonnes de CO2. On a investi en fait dans 7 projets en Europe, dont en France. Le carbone capture, c'est une technologie qui est très connue, utilisée dans d'autres industries et qui a déjà été testée. Et voilà, donc Holcim a présenté un dossier, ou plusieurs dossiers en fait auprès du Fonds européen d'innovation pour obtenir des subventions, parce que c'est vrai, c'est une technologie aussi qui a un certain coût. Nous-mêmes, on s'est engagé à investir 2 milliards en carbone capture d'ici 2030, et on a réussi à obtenir à peu près 1 milliard de subventions, à la fois pour la partie CAPEX et OPEX. Voilà, et puis oui, donc ça fait quand même un beau montant sur ces 7 projets, mais en Europe, il y a aussi un marché du carbone, donc ça fait, financièrement parlant, ça fait sens d'investir dans cette technologie,
parce qu'on pense aussi que le prix du carbone va augmenter et Holcim pourrait être impacté en fait. Voilà. Donc le prix du carbone qu'on estime et la technologie carbone capture aujourd'hui, voilà, une tonne de carbone capturé pourrait nous coûter entre 100 et 150 euros la tonne. Donc ce qui est aligné avec nos prévisions en fait d'évolution de prix du marché du carbone. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Et voilà, nous, à Ethos, ce qui nous manque encore, c'est le coût du CCUS qui a été évoqué, qui est très élevé. Nous, on a besoin de comprendre comment est-ce que l'entreprise compte payer pour réduire toutes ces émissions, pour qu'on considère ça comme crédible. Et c'est un peu ça sur lequel on a eu aussi des dialogues. Donc voilà, c'est cet élément-là qui est encore restant. Et il y a des incertitudes, évidemment, sur ces technologies. Mais le fait qu'il y ait ces incertitudes, nous, on le perçoit aujourd'hui comme quelque chose de moins crédible que forcément d'autres leviers. Mais comme ça a été dit, c'est un secteur qui est difficile à décarboner. Donc voilà, il y a aussi cette compréhension à avoir. Et nous, on a aussi fait ce lien avec le modèle d'affaires dans ACT, où on se disait, bon voilà, si c'est difficile à décarboner, il y a aussi quelque chose à faire par rapport au modèle d'affaires. Il y a des choses qui sont faites par Holcim, mais on pense que l'entreprise peut aller un peu plus loin encore là-dessus. On encourage l'entreprise à réfléchir sur son modèle d'affaires. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez nous dire 2 mots. Oui, bien sûr. Juste avant de réagir sur le modèle d'affaires, donc pour finir sur le carbone capture et les subventions qu'on a obtenues auprès du Fonds européen d'innovation. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, il y a plusieurs fonds auxquels on peut envoyer nos candidatures et obtenir des subventions. Pour la décarbonation, il y a le Fonds Horizon et le Fonds européen d'innovation. Donc le Fonds européen d'innovation ne finance que des projets pour lesquels la viabilité technique et financière est notée entre 8 et 10 sur une échelle de 1 à 10. Voilà. Donc, si le Fonds européen d'innovation croit en nos projets, Holcim y croit également. Ensuite, sur le modèle d'affaires, donc Holcim s'est beaucoup transformé sur les dernières années. On a apporté sur les marchés des nouveaux produits, notamment des ciments bas carbone, des bétons bas carbone, des ciments et des bétons circulaires. On a notamment réalisé un projet en France qui s'appelle Récigénie à Gennevilliers pour Action Logement. Donc on a réalisé plus de 70 logements qui ont utilisé, donc fait à base 100% de carbone recyclé. Donc c'est le premier projet au monde qui a été intégralement fait à partir de matériaux recyclés. Donc sur la transformation d'Holcim, oui, on a du ciment dans notre portefeuille. On se définit en fait comme un apporteur de solutions dans le milieu de la construction et pas comme un cimentier. Quand on regarde l'évolution et la pénétration de ces marques en fait, Ecoplanète ou Ecopact, qui sont nos produits bas carbone en ciment et béton, on a réussi à créer des marques aujourd'hui à travers le monde. On est implanté dans plus de 60 pays. Et on a créé des marques qui valent aujourd'hui plusieurs milliards. Donc il y a quand même un intérêt croissant de nos clients pour des produits bas carbone et circulaires aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau du temps, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Oui, ok. Alors peut-être dernier élément sur lequel on peut échanger, c'est sur la partie engagement des fournisseurs et des clients. C'est aussi là où, selon la grille de notation ACT, il y a eu des points qui ont été perdus dans la note. Alors je rappelle aussi que nous, on fait une évaluation externe, non sollicitée de l'entreprise. Donc si on n'a pas une information, on met 0. Donc c'est tout à fait possible, voire probable, que si l'entreprise fait ACT en interne, elle aura une meilleure note, vu qu'elle a accès à plus d'informations en interne. Donc voilà, nous, il nous manquait quelques éléments sur la partie comment est-ce que vous engagez avec vos clients et vos fournisseurs. Est-ce que peut-être vous avez des éléments par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Le scope 3, vous l'avez très bien montré sur les slides, fait partie aussi de nos ambitions de décarbonation. Donc, on a validé nos targets avec SBTi. On a une couverture du scope 3 avec SBTi qui est à 70%. Et puis, au-delà d'SBTi, on a établi des targets qui couvrent 85% de notre scope 3. Comme
tout le monde le sait, le scope 3, c'est pas sous le contrôle direct de la société. Donc en effet, un engagement avec les fournisseurs est clé pour pouvoir nous-mêmes atteindre nos objectifs. Notre scope 3 comprend plusieurs éléments. Il y a aussi nos joint ventures et donc nos investissements. Et donc on a aussi un engagement constant. Et puis on a même des comités de sustainability qu'on a mis en place auprès de nos JV, par exemple, afin de leur faire part aussi de notre expertise à ce niveau-là. Les fournisseurs, donc on leur demande de nous reporter toutes leurs émissions de carbone et pas que. Donc on a aussi des critères liés à la nature, tout ce qui est biodiversité, eau. On parle beaucoup du climat ce soir, mais je pense que les sujets liés à la nature sont aussi importants. Et nous, c'est ce qui nous permet aussi de reporter notre scope 3. Donc il y a quand même des due diligence qui sont mises en place, il y a des contrôles. On rend visite à nos fournisseurs partout dans le monde. Donc on a des équipes et qui s'assurent que les données qu'on nous reporte sont correctes. Il y a aussi ce qu'on a mis en place, et je pense que beaucoup de sociétés aussi le font, Sustainable Procurement Policy, donc s'assurer qu'on source aussi nos produits auprès de fournisseurs responsables. Donc on demande ce qu'on appelle EPDs, donc les Environmental Product Declaration. Donc on a donc les émissions de CO2, mais pas que. On a d'autres éléments sur notamment l'efficacité énergétique, etc. Dans la production des matériaux qu'on achète. Donc on a quand même des procédures bien établies chez Holcim aussi pour maîtriser le scope 3. Ensuite, sur l'engagement client, pour nous c'est clé. Donc ça commence déjà par pouvoir donner une offre de ciment ou de béton bas carbone à nos clients. Donc, parce que j'étais assez étonnée du score qu'on a eu avec le Framework Act. Donc on a des marques plutôt bien établies aujourd'hui. On fait aussi beaucoup d'éducation auprès de nos clients et puis au-delà de nos clients directs, sur toute la chaîne de valeur liée à la construction. Donc ça peut commencer par le maître d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études, pour donner aussi de la visibilité à nos produits et que ces produits soient mentionnés lors des appels publics. L'engagement aussi public est important, donc donc on le fait beaucoup auprès de la Commission européenne et au niveau local, pour pousser aussi la demande pour des produits bas carbone et aussi faire en sorte que les normes de construction évoluent. Parce que comme je le disais, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est le niveau de clinker dans le ciment qui reste important pour une question bien sûr de résistance, mais on a réussi aussi à démontrer chez Holcim qu'on pouvait faire des ciments très résistants avec un clinker moins important. Donc c'est un sujet très important, mais je pense qu'au-delà d'Holcim, c'est un sujet qui concerne tous les acteurs de la construction et au-delà de nous-mêmes, les gouvernements. Et pour réellement faire avancer l'agenda, il faut des partenariats au-delà d'Holcim. Voilà. Merci beaucoup. Et puis peut-être dernier point très rapide, c'est sur votre perception de ACT. Vous, en tant que Holcim, est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide aussi dans votre réflexion en interne sur votre stratégie climatique? Est-ce que vous comptez l'utiliser? Voilà. Oui, alors Holcim, c'est une société internationale, mais avec un héritage français évidemment. On a découvert ACT à travers Ethos, déjà à travers la fondation Ethos, et puis le World Benchmarking Alliance. Donc il y a quelques années, donc en regardant un peu plus en détail, donc on a bien vu que c'était une méthodologie qui a été développée en France avec CDP qui est plus internationale. Et il est vrai qu'aucun de nos investisseurs nous parle du Framework Act. Malgré bien que ce soit un framework très robuste, je vous l'accorde, mais malheureusement on n'a pas beaucoup d'interactions sur le framework en lui-même.
Il nous aide évidemment à regarder quelle est la perception extérieure d'Holcim. Et puis même nous, ça nous aide à regarder un petit peu quels sont les gaps qu'on a en interne. Parce qu'on travaille sur beaucoup de ratings ESG au-delà de ACT. Et voilà, donc ça nous aide à voir comment je peux améliorer la perception, le modèle d'affaires par exemple. Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas très clair comment Holcim se transforme. Donc, on essaie d'améliorer nos narratifs, d'apporter plus d'exemples. Évidemment, je pense que c'est un très bon framework pour mesurer nos efforts, améliorer nos actions et les rendre plus visibles. Ensuite, je pense que la limite, pour moi, elle se situe là, c'est que c'est un framework utilisé beaucoup en France et pas assez à l'international. Donc, ce serait bien qu'il puisse aussi gagner en visibilité au-delà des investisseurs français. Dernier point, c'est... il y a beaucoup de frameworks aujourd'hui qui évaluent les sociétés sur leur ambition de décarbonation, mais ne donnent pas beaucoup de solutions. Donc voilà, si on pouvait aussi nous donner quelques solutions parfois, et je pense que ça, ça nous aiderait bien. Donc voilà, merci. Merci beaucoup.